Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. L'Organisation internationale de la francophonie accélère ses programmes stratégiques en vue de réaliser ses ambitions de contribuer à un monde solidaire, pacifique et respectueux des diversités. La culture, l'éducation, la démocratie et la gouvernance ou encore le développement durable sont entre autres ces domaines de prédilection et je vous propose cette condensée de priorités de l'organisation de 2024 à 2027. Depuis plus de 50 ans, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, met en œuvre des programmes de coopération. Son action est guidée par la conviction que le partage de la langue française peut être un puissant vecteur d'unité, d'opportunité et de dialogue entre les peuples. Depuis 2019, sous l'impulsion de Louise Mushikiwabo, 4e secrétaire générale de la francophonie, l'OIF s'est engagée dans une profonde transformation pour adapter son fonctionnement et ses programmes aux défis contemporains. Plus forte, plus pertinente et mieux structurée, l'OIF entend, avec la confiance renouvelée de ses 88 États et gouvernements, répondre aux préoccupations des millions de francophones à travers le monde, en ciblant prioritairement les jeunes et les femmes. En 2023, l'OIF propose une nouvelle programmation sur 4 ans, articulée autour de 20 nouveaux projets dans 3 domaines majeurs. L'éducation et la culture, la démocratie et la bonne gouvernance, et le développement durable. Ces projets structurants doteront l'OIF de nouveaux moyens d'action pour notamment valoriser la langue française et améliorer son enseignement, renforcer les systèmes éducatifs et améliorer la visibilité des contenus culturels francophones, promouvoir l'enregistrement des faits d'état civil, l'état de droit et la démocratie, lutter contre les désordres de l'information, soutenir la paix et la stabilité, accompagner les États vers la croissance économique et la résilience climatique, et favoriser le numérique et le tourisme durable. Pour mener à bien ces missions, les 330 agents de l'OIF travaillent au plus près du terrain, de concert avec les autorités nationales et les acteurs de la Charte de la francophonie. Ils s'appuient également sur un large réseau d'experts représentatifs de la diversité de l'espace francophone, ainsi que des organisations de la société civile. Cette nouvelle programmation, la première portée par Louise Mushikiwabo, est dotée d'un budget en augmentation de 21%. Elle affiche clairement les ambitions de l'OIF de rapprocher les peuples et de contribuer à faire vivre en français l'aspiration à un monde plus solidaire, plus pacifique et plus respectueux des diversités. Les analystes économiques estiment que la coopération entre les blocs économiques régionaux en Afrique peut permettre au continent tout entier à réaliser sa vision 2063. Ils indiquent par ailleurs que beaucoup de défis sont à relever dans ces communautés régionales. Le point avec Winning Moses. La Communauté des États d'Afrique de l'Est est une organisation qui présente une grande particularité par rapport à d'autres blocs régionaux en Afrique puisqu'elle s'étend de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Une réalité rendue possible par la récente adhésion de la Somalie à l'organisation, précédée un an auparavant par celle de la République démocratique du Congo. Pour le secrétaire général de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, il s'agit là d'un avantage que les pays doivent exploiter pour le bien de leur population. We're talking of now the East African community of 300 million people. And when we look at it, we look at it like a market. Nous parlons maintenant de la communauté africaine de 300 millions d'habitants et nous voyons en cela un marché des opportunités pour la communauté des affaires, une communauté qui connaît une expansion de l'océan Indien à l'océan Atlantique. C'est pourquoi la communauté est-africaine est le bloc régional le plus progressif en Afrique en termes d'intégration et c'est la vision même des chefs d'État qui ont résolu d'élargir la communauté. L'un des objectifs majeurs de la communauté est l'expansion et nous avons vu son PIB s'élever à 300 milliards de dollars américains. We have seen now the community's GDP grow to 300 billion US dollars. Cependant, tel n'est pas le cas pour les communautés des pays d'Afrique centrale où les échanges entre pays sont plutôt limités. C'est le cas de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Le commissaire au marché commun, affaires économiques, monétaires et financières de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale déplore le fait que les échanges entre les pays d'Afrique centrale sont encore à un niveau très bas par rapport aux autres régions d'Afrique. Il estime que des défis à relever sont encore nombreux dans ces pays. C'est vrai que le commerce intra-régional au niveau de la communauté des États de l'Afrique centrale par rapport aux autres communautés économiques et régionales sur le continent
est le plus faible. Et comme on est là, en termes d'indicateurs, ça ne représente que 3% du commerce total des pays de l'Afrique centrale. Alors qu'au niveau de l'Afrique de l'Est, par exemple, nous sommes à peu près à 20%. Au niveau de tout le continent africain, on est à 17%. Donc vous comprenez qu'effectivement, il y a un retard considérable au niveau de la promotion des échanges intrarégionaux. Alors, mon analyse sur les facteurs déterminants qui expliquent cela est basée sur deux choses. La plupart des pays de la région, ce sont des pays exportateurs de pétrole ou de minerais. Et puis, ce sont des pays en général qui sont sous-peuplés. Quand vous analysez la tendance et la façon dont ces pays fonctionnent, ils exportent le pétrole et les minerais, ils reçoivent beaucoup d'argent qui suffit pour financer le fonctionnement de l'administration. Et quand vous regardez dans le passé la façon dont les gouvernements de ces pays ont focalisé sur la promotion des petites et moyennes entreprises pour diversifier l'économie à travers les exportations dans la région, ça a été vraiment un échec. C'est seulement maintenant que ces pays commencent à y réfléchir. Deuxièmement, quand vous regardez par exemple en Afrique de l'Est, ces échanges qui représentent approximativement 20%, plus de 10%, ce sont des échanges de produits agricoles. Donc le développement de l'agriculture en Afrique, c'est souvent la base pour promouvoir les échanges intrarégionaux. Malheureusement pour l'Afrique centrale, tous les pays dont je parlais qui sont exportateurs de pétrole, de minerais, ils ont complètement abandonné l'agriculture. Et parce qu'ils ont suffisamment d'argent pour importer tout ce qu'ils mangent depuis les pays européens, américains et asiatiques. Et comme ce sont des pays sous-peuplés, généralement, il n'y a pas beaucoup de populations dans les zones rurales qui doivent lancer l'agriculture. En plus de ça, malheureusement, dans ces pays, il y a une politique d'immigration qui n'est pas du tout, conçue pour faciliter l'attraction de la main-d'œuvre extérieure pour venir travailler dans le pays. Pour vous donner un exemple, au Rwanda, il y avait un jeune agriculteur qui est venu, on lui a donné la terre. Mais pour utiliser un ouvrier rwandais dans l'agriculture, il faut qu'il paye le permis de travail de 1 500 000 francs CFA par an. Sans compter les difficultés pour pouvoir obtenir un visa pour s'installer là-bas. Donc la politique migratoire, la politique pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans la région est encore un grand handicap. Et à cela s'ajoute le fait que les barrières non tarifaires sur les corridors de transit dans cette région sont très importants et ils affectent de façon significative le développement des échanges intrarégionaux. Bon, tous ces problèmes sont en train de faire l'objet de débats pour voir comment les choses doivent changer. J'ose espérer que dans les années à venir, on aura un tableau beaucoup plus reluisant que celui que nous sommes en train de décrire en ce moment. François Kanimba ajoute que beaucoup reste à faire pour que les opportunités de développement de la sous-région profitent à tous les pays. Cette région, c'est une région très riche, dotée en ressources naturelles, en matières premières, mais malheureusement, jusque-là, toutes ces matières premières sont exportées sans aucune transformation. Ou quand il y a une transformation, elle est très minime. La stratégie de développement, elle est très claire. Il faudrait une approche pour transformer ces ressources au niveau local et exporter les produits avec une grande valeur ajoutée. Et c'est ça la stratégie d'industrialisation que nous sommes en train de développer, voir comment dans chaque pays on pourrait développer des chaînes de valeur à haut potentiel dans la région, suivant une approche qui a été définie pour pouvoir développer une chaîne de valeur. Aussi, nous sommes en train de mettre en place un cadre de coopération au niveau du secteur industriel
où les pays pourraient communautariser les ressources pour pouvoir mettre en place des grandes industries structurantes qui peuvent effectivement confronter les problèmes de compétitivité afin de pouvoir exporter leurs produits sur le marché africain, régional ou même le marché mondial. Les statistiques montrent que les échanges entre pays africains ne représentent que moins de 20% dans l'ensemble du commerce extérieur africain, le pourcentage le plus bas de toutes les régions du monde. Une situation qui, pour les observateurs, compromet les objectifs de l'agenda 2063 du continent de bâtir une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale dans l'optique de stimuler la croissance économique et le développement de l'Afrique et de conduire à la transformation rapide du continent. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, indique que la dite organisation connaît de plus en plus une évolution quant au système traditionnel de financement de ces projets. Mme Mushikiwabo indique que ce nouveau mode opératoire est indispensable au plein développement de l'OIF au cours d'un entretien accordé à la télévision TV5 Monde. Suivez. Nous sommes dans une période de conscience des États que ce qui se fait à l'OIF et qui donne des résultats, il faudrait investir beaucoup plus dans ces activités-là. C'est le cas de contributions, par exemple, volontaires, donc au-dessus et au-delà des contributions statutaires, des cotisations annuelles des États. On voit de plus en plus, et ça me réjouit énormément en tant qu'Africaine, des pays du Sud, notamment de l'Afrique subsaharienne, qui, jusque très très récemment, ont donné à l'OIF des contributions de centaines d'euros, 600 000, 500 000, 300 000, ici et là, pour nous aider à financer beaucoup plus en termes d'action et en termes d'impact sur nos programmes. Et donc, il y a aussi, par ailleurs, le fait que notre budget sur la programmation, en tout cas, a augmenté de 21%. C'est le budget que nous allons présenter aux ministres ici à Yaoundé, puisque c'est les ministres qui s'occupent de tout ce qui est budget, de tout ce qui est règlement financier de l'OIF. Et donc, pour moi, c'est de très, très bonnes nouvelles en ce début de Qu'est-ce qui a permis cette augmentation dont vous parlez? Alors, moi, personnellement, j'ai interpellé plusieurs chefs d'État. Oui, plusieurs chefs d'État. Je leur ai parlé au téléphone. J'en parle aussi dans nos instances avec les représentants de nos États. Et je ne veux pas être modeste ici, mais je pense que le bilan à l'OIF aujourd'hui qui est positif. On est toujours en transformation. Mais les résultats qu'il y a depuis 3-4 ans incitent les États à contribuer beaucoup plus. Investir dans l'organisation. Absolument. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette volonté de diversifier vos financements et ce que l'on entend de plus en plus en fait, dans les pays qu'il est désormais d'usage d'appeler du Sud global, oui. Que les instances multilatérales sont trop politiquement imprégnées des intérêts du Nord, ce fameux 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques? Alors, c'est évident. Le monde est comme ça. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis la nuit des temps. Je pratique le monde multilatéral depuis plusieurs années pour le savoir. Il y a des États puissants, économiquement et autrement, qui s'assurent de financer nos institutions. Et ça devient difficile de leur dire, vous ne pouvez pas avoir ci, vous ne pouvez pas avoir ça, vous êtes comme tout le monde, vous allez devoir vous aligner sur les règles, les règlements de l'organisation. C'est un peu compliqué. C'est une règle non écrite, mais elle est là. Alors moi, ce que j'aimerais beaucoup, je l'ai dit depuis mon arrivée à l'OIF, cette dichotomie nord-sud, ce n'est pas bon pour nos organisations. Je pense qu'on est tous conscients du fait que, par exemple, nous, à l'OIF, la France est de loin le plus grand contributeur, suivi du Canada et d'autres pays du Nord, ensuite quelques pays du Sud. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les pays du Sud
sont maintenant en train de financer des programmes et des projets sans pour autant s'engager sur les contributions statutaires de chaque année. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, ça ? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Ça veut dire que nos États du Sud veulent s'impliquer plus dans la vie et dans l'avenir de l'organisation. Et ça veut dire qu'ils approuvent aussi certains programmes, par exemple nos programmes de formation des jeunes au métier du numérique, avec l'ambition de former 250 000 jeunes de l'espace francophone. C'est un programme qui est déjà en cours. Ça veut dire que le programme de solidarité avec les femmes en situation de précarité économique, la francophonie avec elles, ce fonds reçoit des contributions particulières et c'est une très très bonne chose pour l'OIF et pour moi bien évidemment qui ait beaucoup d'ambition pour notre organisation. Les autorités et la population centrafricaine se félicitent d'avoir initié les travaux communautaires au Muganda dans la capitale Bangui sous l'impulsion des forces rwandaises en mission dans ce pays. C'est ce qu'indique le maire de Bangui dans une interview qu'il a accordée à la télévision rwandaise. En fait, je voulais faire un témoignage un témoignage qui est important. Je vous parlais tout à l'heure de Umuganda, ce concept qui fait son chemin et qui est cité comme exemple par toute l'Afrique et peut-être le monde entier. En 2016, j'ai eu les contingents rwandais qui étaient venus me voir pour que nous, les conseillers, les maires d'arrondissement, nous assistons à des ateliers sur le concept Umuganda. Et cela nous a inspiré davantage, et surtout que le contingent l'a fait sur son budget local. Donc ils se sont privés d'une partie de leur budget pour faire ces ateliers. Ils ont fait 2 grands ateliers à Bangui pour inculquer la notion de Umuganda aux conseillers municipaux, aux chefs de quartier, aux chefs de groupement, aux maires d'arrondissement, aux maires de la ville de Bangui. Et après ces ateliers, nous sommes descendus dans les zones, ça c'était en 2016, dans le 5e arrondissement. Le 5e arrondissement, c'est un des arrondissements, des 9 arrondissements de Bangui, pour nettoyer les quartiers où les habitants avaient déjà déserté. Il n'y avait personne, il n'y avait aucune vie, avaient déserté du fait de la crise. Il y avait des règlements de compte. Les gens ont fui chez eux pour aller s'abriter dans un camp de déplacés internes. Et c'est grâce à ce contingent rwandais qui, avec nous, on est allé sur le terrain pour nettoyer, désherber, nettoyer les quartiers. Et c'est grâce à cela que les propriétaires, les habitants de ces quartiers du 5e arrondissement qu'on appelle Bazanga, dans le 5e, le Miskin, c'est la zone, c'est à partir de cela que les déplacés qui ont quitté leur quartier, abandonné leur maison, ont commencé à revenir. Et tout cela grâce au contingent rwandais. Et pour cela, nous voulons marquer notre grand Murako Zeshiane, au président Paul Kagame, à tout le peuple rwandais, pour l'accompagnement que le contingent continue à apporter à la ville de Bangui et dans d'autres villes où ils sont en Centrafrique. Les samedis, nous avons les travaux communautaires, tous les samedis, et les contingents rwandais sont régulièrement avec nous. Ils sont régulièrement avec nous et nous voulons, comme je l'ai dit, dire un grand merci pour cela et dire que nous aussi, on rêve un jour peut-être d'arriver au Rwanda pour accompagner les Rwandais en guise de reconnaissance.
Le maire de Bangui, Émile Gros-Raymond Nakombo, est confiant que la coopération de son pays avec le Rwanda et son ouverture à d'autres pays permettra à la Centrafrique de tourner la page sombre de son histoire et rayonner vers un développement durable. De s'inspirer des autres, vous voyez, et rien n'est nouveau sous le chaud soleil. Tout est ancien, hein? Et en plus de ça, souvent la vie, c'est la photocopie des autres que vous voulez intégrer. C'est la copie des autres que vous reprenez pour améliorer. Et c'est pour cela que nous voulons rêver. Nous rêvons en Centrafrique, vous voyez. Nous sommes parmi la lanterne rouge, le pays le moins avancé, peut-être le dernier. Mais le président de la République a la ferme volonté de faire de ce pays-là un des premiers, un des modèles, tout en... Vous voyez comment le faire? Parce que souvent, quand on en parle, les gens pensent qu'on rêve. On ne rêve pas. Nous voulons imiter le Rwanda, par exemple, dans un domaine précis. Nous pensons aussi qu'en Centrafrique, nous pouvons faire ce grand pas. Parlons sport à présent. Le Rwanda s'ouvre à une discipline sportive peu connue dans le pays et c'est la badminton. Quelle est cette discipline et comment se pratique-t-elle? Élément de réponse avec ce spécialiste de la Confédération africaine de badminton qui nous explique également les perspectives d'avenir pour le Rwanda. Suivez. Le badminton, c'est un sport olympique qui existe depuis plus de 100 ans et qui a été inscrit aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. Et c'est un sport qui se pratique au niveau international et très très compétitif. Et nous pratiquons le badminton dans différentes épreuves, donc 5, à savoir le simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mise. Et le badminton se pratique sur un terrain rectangulaire qui se joue en simple avec des dimensions différentes. Le terrain, quand on parle du simple, la largeur du terrain est de 5 mètres 5 mètres 40 et 13 mètres 20 pour la longueur. Et quand il s'agit du double, la largeur est ce qui varie et elle passe à 6 mètres 10. Ici à Kigali, au Rwanda, depuis quelques jours, où nous avons avec mon collègue Lamidi Eliassou du Togo, qui est un expert envoyé par l'Association francophone du badminton, pour que nous puissions donner cette formation à deux. Nous avons déjà formé les enseignants d'EPS et les animateurs qui vont aller introduire le badminton dans les écoles auprès des jeunes enfants qui vont découvrir le badminton, pratiquer, aimer et plus tard compétir pour le compte du Rwanda. Alors après ces 2 jours de formation, nous avons continué par donner des connaissances technico-tactiques, également que physiques et psychologiques et mode de vie à nos joueurs. Et ça veut dire quoi? Pourquoi cette activité de camp d'entraînement qui va durer 3 jours? Parce que, étant donné que nous sommes déjà au Rwanda, c'est important d'initier les premiers joueurs qui existent déjà aux bonnes techniques du badminton. Et c'est ce que nous faisons en ce moment, où nous sommes à la 2e journée du camp d'entraînement, où aujourd'hui, hier, on leur a appris comment se déplacer sur le terrain. Aujourd'hui, on est en train de leur apprendre les différentes frappes qu'on exécute en badminton et à différents niveaux du terrain. Alors, ce que nous avons observé depuis hier, il y a de la motivation chez les enfants, chez les jeunes, à apprendre et à progresser. Et vu leur âge où nous avons encore des jeunes dedans, je pense qu'ils pourront, s'ils continuent le travail après notre départ, ils pourront représenter vaillamment le Rwanda dans des compétitions au plan africain. Et les enseignants que nous avons formés pendant les 2 jours également ont reçu des notions techniques qui leur permettront d'aller détecter des jeunes enfants dans les écoles qui pourront aussi entraîner. Toutefois, c'est l'occasion d'inviter les différentes autorités dans les établissements scolaires, collèges et universitaires à permettre à ces enseignants d'introduire le badminton aux enfants parce que c'est un sport très dynamique qui développe l'esprit d'équipe chez l'enfant, qui développe également l'intelligence chez l'enfant. Et pour clôturer, le badminton aide à corriger les problèmes de myopie chez les enfants quand on sait l'appliquer parce qu'on regarde le volant et tout.
Donc c'est très important et très adapté aux enfants. C'est très sécurisé et il y a très peu de blessures quand un enfant vient pratiquer le badminton. Donc ces enfants, je suis sûr, avec leur énergie, qu'ils pourront bien faire, avec l'encadrement de la fédération et des techniciens qu'on a formés, ils pourront faire le travail pour représenter vaillamment le Rwanda. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Tikouma Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.